Ex-conférencier à l'Institut des médecines légales de Paris pour les pensions militaires d'invalidité, membre du conseil d'administration de l'Association nationale des anciens parachutistes, ex-membre du conseil d'administration de l'entraide parachutiste, membre du bureau national de l'Association nationale des anciens prisonniers du Viet Minh, ex-membre du conseil d'administration de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, médecin conseil de l'Association des anciens légionnaires parachutistes, ex-délégué des anciens de la division Leclerc pour le 19e arrondissement de Paris, ex-membre de la commission ministérielle d'attribution du titre de prisonnier du Viet Minh, ministère de la Défense, secrétariat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, s'est occupé bénévolement des dossiers de pension d'invalidité des anciens légionnaires, des anciens parachutistes, des anciens des FLN, FFL et des anciens de la 2e DB depuis 1972, ainsi que ceux qui lui sont adressés par des camarades et qui n'appartiennent pas à ces catégories citées ci-dessus, prisonniers Viet Minh, etc. A traité environ 5000 dossiers depuis cette date, s'occupe aussi des pensions de réversion des veuves de guerre des anciens légionnaires, assiste les anciens légionnaires et les conseille devant les tribunaux des pensions en France pour leur faire obtenir leurs droits quand il y a contestation par l'administration. Continue à traiter encore 1 à 2 dossiers par mois au profit des anciens légionnaires non francophones et de quelques autres anciens. Fait des conférences sur le lavage de cerveau dans les camps Viet Minh, a publié un article sur ce sujet dans la revue historique des armées 1989, co-auteur avec le professeur de Robert d'un livre sur la réparation juridique du dommage corporel, chapitre sur les pensions militaires d'invalidité, co-auteur avec le professeur Raluxen d'un livre sur la pathologie particulière des parachutistes, environ 500 heures de vol dans l'armée et plus de 1400 heures de vol comme pilote civil d'avion, et une dernière fonction que vous n'avez pas occupée sans prendre de risque là non plus, ex-conseiller municipal de Grand-Château. Voilà, c'est les gars, pour le colonel Rondy, à vos rangs fixes. Le débat, je vous en poserai une, colonel, est-ce que vous avez connu Bigard? Bien sûr. Allons-y, racontez. Bruno était un type extraordinaire. Hein. D'abord, c'est un homme qui comptait la vie de ses hommes et essayait de les épargner au maximum. Mais il leur demandait quand même aussi le maximum. Mais il n'a jamais demandé quelque chose qu'il ne faisait pas lui-même. Un petit détail, c'est quand il a été promu lieutenant-colonel, on a tous arrosé ça. Et puis, la douleur est venue pour le chercher. Sa femme, lui dit, mais quoi est-ce que tu fais? Il était commandant, hein, il venait d'être promu lieutenant-colonel, il dit, maintenant je suis lieutenant-colonel. Il dit, pas du tout, tu es un colonel plein. C'était un très grand homme, Bijard. Et puis qui était soucieux de la vie de ses hommes. Et c'est pour ça que le médecin était assez bien. Quel âge qu'il avait par rapport à vous? Ah ben il avait 10 ans de plus que vous, 10 ans de plus que moi à peu près. Vous savez, moi j'étais un bébé rose, hein, quand on a signé la capitulation de l'Allemagne, j'avais pas encore 19 ans, je me rasais pas. J'avais pas de poils là. Encore, hein. Oui, j'ai connu des gens extraordinaires. Et à la Légion aussi. Des légionnaires. Un jour, j'en avais un qui s'appelait Hanschmann, qui reçoit une balle dans le poumon. Elle rentre dans le poumon droit, elle sort de l'autre côté. Il arrive. Elle me dit, mais j'ai une balle qui vient de me traverser le poumon. Je dis, on va t'évacuer. Oh, il dit, oh, pas question. Il dit, bouchez ça de chaque côté. Quand j'étais en Russie, parce que c'était des légionnaires qui étaient des anciens combattants de l'armée allemande,
Et on ne faisait pas tant d'histoire, on bouchait de chaque côté, on repartait. Et bien ça, c'était des hommes courageux. Et c'était chez nous, à la Légion, pourquoi? Parce que leur pays était occupé par les Russes, et que s'ils étaient retournés dans la partie de l'Allemagne occupée par les Russes, ils risquaient d'être envoyés dans les camps de prisonniers du Kamtchatka, d'où est rentré à peu près aussi un quart des captifs. Hein. C'est ça. Mais ils préféraient être chez nous que d'aller mourir dans les camps. Voilà, moi je ne peux pas vous dire plus. Est-ce que tu as une question? Oui, il y a certainement d'autres petites questions quand même. Là. Vous n'avez pas participé au conflit avec l'Algérie? Non. J'ai eu une grande chance, c'est que j'y étais pas. Parce que si j'y avais été, j'aurais été en prison avec mes camarades du 1er bataillon étranger de parachutistes. Je ne les aurais pas laissés tomber. Ils ne m'ont pas laissé tomber. Quand j'ai été blessé, j'ai pris un obus 120 à 3 mètres. J'ai été criblé de ferraille, j'en ai encore partout dans le corps, et quand je passe les portiques aux États-Unis, ça sonne. Je me suis retrouvé un jour avec une mitraillette sur le ventre, comme ça. Alors maintenant, je fais attention, mais j'ai été blessé, je me suis écroulé, je saignais un peu de partout, j'ai encore des petits éclats qu'on voit un peu partout. Et je saignais de partout, les gars, ils se sont mis sur moi, ils m'ont fait une montagne de leur corps. Et puis après, ils m'ont emmené à l'antenne chirurgicale du commandant Grovin, parce que j'étais complètement sourd. Si vous prenez une détonation d'un obus 120 à 3 mètres, hein, ça ne vous arrange pas les oreilles. Et pendant 2 jours, je n'ai rien entendu. Ils m'ont amené chez Grovin, qui m'a examiné, m'a fait des petits pansements de partout. J'ai eu de la chance, j'ai des éclats d'obus comme la moitié de ma main qui m'ont enlevé une poche de pantalon, mais qui ne m'ont pas touché. Si il était passé 5 cm plus à l'intérieur, c'était le fémur qui était coupé et la jambe avec probablement. Et bien Grovin, il m'a fait faire des pansements. Et puis, comme de toute manière c'était le 14 avril, il n'y avait plus d'évacuation sanitaire possible. Et il fallait quand même que je reprenne mon boulot, parce qu'il n'y avait personne d'autre à mon bataillon, comme médecin. Et donc, je suis retourné au bataillon, j'ai repris mon travail, et puis j'ai quand même fait 75 amputations, plus exactement des désarticulations, avec un caporal poméranien, cultivateur de son état comme anesthésiste, et un mécanicien dentiste italien comme aide opératoire. Je n'ai pas eu un seul décès. C'est un miracle, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un miracle, parce que le camp était tellement ratatiné que les blessés m'arrivaient dans le quart d'heure qui suivait la blessure. Ils arrivaient avant d'être en état de choc. Évidemment, j'ai eu des problèmes avec les abdomens, parce que ça, c'était un autre problème, mais j'ai eu beaucoup de chance, mais 75 amputés, entre guillemets, puisque c'était des désarticulés, ils ont survécu. Et ça, pour moi, c'est une grosse satisfaction. J'ai au moins sauvé ces 75 vies. Le premier qui est arrivé, du reste, il était avec un garrot depuis 2 jours, et son membre était une gangrène gazeuse. Alors là, le commandant Grovin, quand je lui dis j'ai une gangrène gazeuse, il me dit pas question que tu m'envoies ça, il y en aurait partout. Je lui dis je ne vais pas le laisser mourir. Il me dit t'as qu'à l'amputer. Je lui dis avec quoi? J'avais une trousse de médecin de bataillon, j'avais pas une trousse de... Il m'a dit viens chercher un peu de matériel. J'avais été interne en chirurgie à l'hôpital de Rochefort, j'avais donc quelques notions. Et puis j'avais eu la chance que mon père, qui était médecin avant moi, était un ami du professeur Brenn, qui était le directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux de Paris. Quand il a su que je partais en Indochine, il a dit à mon père, envoie-moi le petit, je vais lui faire donner quelques cours de chirurgie d'urgence. À cette époque-là, la sécurité sociale ne payait pas les enterrements. Les gens qui mouraient à l'hôpital, dont les familles n'avaient pas d'argent, ils disaient, gardez le cadavre. Alors ces cadavres-là étaient forbolés et servaient ensuite à l'instruction des étudiants en médecine, en dissection et justement en chirurgie. Et c'est comme ça que j'ai fait ma médecine opératoire rue du Fer à Moulin à Paris, à la morgue des hôpitaux de Paris, et qu'en à peu près 1 mois, j'ai pu apprendre à faire
toutes les désarticulations comme il faut, et je faisais ça en un temps très rapide. Et voilà, grâce à ça, j'ai pu sauver quand même, je crois, quelques vies. Voilà. Une question. Mais colonel, l'Indochine a été un moment palpitant, important dans votre vie. L'Indochine, la guerre Oui. d'Indochine. Est-ce que vous y êtes retourné? Ah non! Moi, on m'a foutu la porte à coup de pied dans le cul, je vais pas y retourner alors qu'elle est payée, non? Pareil, lorsque je suis rentré du Tchad, je suis rentré par bateau, le bateau a fait escale à Alger. Je vais pas à terre. Je crois que c'est logique, non? Non, je n'y suis pas retourné. Par contre, ce que j'ai fait avec le général Caillot, qui était un de mes camarades et qui était lieutenant au 2e bataillon étranger de parachutistes à Dien Bien Phu, on avait créé une association. On a racheté au Viet Minh des anciens légionnaires parachutistes vietnamiens qu'ils avaient condamnés à 15 ou 20 ans de prison et qui après étaient frappés de ce qu'on appelle l'indignité nationale. Ils avaient droit à rien du tout. On les a rachetés. On a fait des collectes et on a payé le gouvernement Viet Minh pour qu'il les autorise à partir en France avec leur famille. On en a ramené un certain nombre. Là, c'est de l'argent qu'on a donné, mais on l'a donné pour sauver la vie et la famille de gens qui s'étaient battus avec nous et pour nous. Il y a un petit paquet à Besançon d'une trentaine d'anciens légionnaires, exactement. C'était des volontaires à la Légion étrangère, mais pour servir uniquement en Indochine. Ils n'avaient pas un contrat de légionnaire. Le légionnaire en prend un contrat de 5 ans. Et il va où on l'envoie. Comme le dit un général de légionnaire, vous êtes fait pour mourir, je vous y enverrai sûrement. Mais ces gars-là, ils avaient un contrat uniquement local. Donc, on les a réussi à les récupérer et ils sont installés en France. Je vous dis, il y en a à Besançon, il y en a à Valence, 2 gros groupes. Et en 3-4 ans, ces gens qui sont arrivés là, ils ont complètement été assimilés. Les enfants ont appris le français, ont passé le bac, et ils sont tous casés. Il n'y a pas un qui soit pas casé correctement. Une réussite de l'assimilation. Et en plus, ils ont francisé leur nom. Je vous donnerai, il y en a un qui était un de mes anciens blessés, qui s'appelait Nguyen Van San. Eh bien, il a fait transformer son nom en Nouven Vincent. Vous voyez? Ils ont vraiment voulu s'intégrer. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Quelqu'un veut... Moi, Oui, allez-y. Vous étiez donc médecin colonel, oui, avant même médecin capitaine, etc. Comment que ça se fait que vous avez piloté des avions à l'armée? Il n'y avait donc pas de pilote et... Ah, ben ça, c'est pas tout à fait ça. C'est parce que d'abord, quand j'étais à Diego Suarez, l'instructeur de l'aéroclub était un lieutenant de vaisseau de l'aéronaval. Et comme il était l'instructeur de l'aéroclub, et que moi je faisais des liaisons sur les Comores avec lui dans son Dakota, eh ben, il m'a dit, ben tiens, prends un peu les commandes. Bah, je sais pas, mais si ça peut aller, t'inquiète pas, je suis là à côté. Et puis progressivement, ben, j'ai appris. J'ai fait à peu près, je ne sais pas trop, 400 heures entre C-337, c'est le Cessna, un bipoutre, là avec un push-pull. Et puis le C-47, oui, mais surtout, il y a le Broussard, là, le Magnus Holster. Alors, ça, au Tchad, j'ai beaucoup voulu. Quand il y avait une Evassan, bon ben, vous venez avec lui, mon colonel, bon ben, ça va. Mais on va taper le carton, on peut prendre le lieu de tarot. Et j'avais ma qualif, un multimoteur que j'avais passé. J'ai du reste fait 100 heures sur un Twin Comanche avec lequel je suis allé en Israël.
Alors là, c'était à l'époque, il y avait la guerre entre Israël et puis les deux pays. Au nord, il y avait la Syrie. Au sud, il y avait l'Égypte. Il y avait un couloir de 8 nautiques entre Héraclion et Lod. Et puis, il ne fallait pas en sortir parce que de chaque côté, il y avait des migues. Hein. Enfin, c'était... Hein, et on n'avait pas de GPS. J'avais un VOR qui me poussait derrière et un autre VOR qui tirait devant. J'ai fait 3 stages à Carcassonne de radionave et de VSV. Comme pilote civil. Et après, vous avez le brevet militaire, pas militaire, vous avez le brevet américain. Oui, là, j'ai passé aux États-Unis hein, un test en vol avec la chance. Il y avait l'officier qui commandait la base aérienne de Patrick Air Force Base à côté, protection de Cap Canaveral. Je l'avais connu au Tchad où il était le pilote de l'ambassade des États-Unis. Alors, tout heureux de me retrouver là, il me dit, ben, il savait que j'avais volé quand même, il m'avait vu voler sur C-47. Alors il m'a dit, mais tu devrais passer la... Ben, je lui ai dit, je n'ai pas les moyens, mais il va s'arranger. Il a fait venir un instructeur de Daytona, un testeur, et puis il m'a mis dans un C-47 de la base aérienne américaine. Et puis, le gars, il m'a signé mon équivalence de licence, après m'avoir fait faire un petit tour, pas vraiment méchant, il m'a pas fait panne de moteur, rien, pas comme quand j'ai passé ma qualif française sur Twin Comanche, où j'ai eu droit à des pannes de moteur à droite, panne de moteur gauche au décollage, en vol et à l'atterrissage, et puis un paquet, hein. J'ai fait plus de 40 heures, rien que pour passer ma qualif sur Twin Comanche. D'autant plus que le Twin Comanche c'est un avion qui est quand même assez fin. Et puis, si vous sortez des paramètres, c'est pas bon, hein. Très bien. Vous avez fait du vol de nuit aussi, vous voyez, vous avez été blessé. Oui. Ouais, ça. J'avais demandé à faire à Universal, on me dit c'est pas possible, désolé, mais il fait nuit, on ne peut pas aller se poser sur ce terrain-là. Alors, comme j'avais une radio BLU, je dis à mon médecin qui était là-bas, est-ce que tu peux me mettre 5 jeeps sur la piste? Les phares face au vent, 2 à l'entrée de piste, 1 sur le milieu et 2 en bout de piste, avec les phares face au vent, de façon que moi, quand j'arrive, je ne vois que les feux arrière et que la piste soit éclairée. Il m'a dit ok, c'était pas difficile, de Fort-Lamy on décollait, hein, on prenait le 55. Dans le désert, il n'y avait rien qu'une ville éclairée, c'était Mousson. Ben, au bout d'1h20, j'étais au-dessus et je me suis posé à... Le seul problème qui m'avait un peu inquiété, c'est qu'il y avait quand même quelques bourricots. Hein, enfin, ça s'est bien passé et j'ai ramené les blessés. Le lendemain, là, quand la base, quand l'escadrille me dit ah ben, on peut aller chercher votre blessé, j'ai dit c'est pas la peine, je vais aller chercher tes pieds. Ils étaient surpris, mais après, ben, ils étaient très contents. Hein. Et au contraire, même, ben, quand je partais avec eux, hein, ils me donnaient les commandes très souvent. Jean-Pierre. Alors, colonel, puisque vous êtes un de nos membres et que parmi les aéroclubs de la Côte d'Or, vous êtes le doyen, je vous ai préparé une série d'images. Alors, ils ne sont pas dans leur configuration comme vous les avez connus. Ce sont tous les avions qui ont dû vous survoler en Indochine. Pas forcément qu'à Dien Bien Phu, mais il y a aussi Dien Bien Phu. Et donc, je vous donnerai après cet élément. Et je vais vous projeter ça pendant qu'on prendra le pot de l'amitié. Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est au nom de tous qu'on a préparé ça. Merci bien. Merci à Vous vous. vous rendez compte qu'il y en a qui se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais... Alors, bien sûr. Est-ce qu'il fait qu'à 17 ans, vous êtes engagé dans l'OCN, c'est ça? Oui, l'organisation civile et militaire. C'était un événement particulier ou est-ce que c'est quelque chose que vous Bah, souhaitiez faire? mon Et en même temps, aussi, est-ce que vous vouliez déjà avant être médecin? Bah, Est-ce que vous aviez toujours... Je vais vous expliquer. Mon père, il a fait la guerre 14-18. D'accord. Comme tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient des patriotes. Et quand il y a eu la guerre en 40 qu'on a été occupé,
mon père m'a dit, hein, t'écoutes pas ce que les gens disent, l'ennemi numéro 1 c'est celui qui occupe le territoire. Il faut le chasser et puis le reste on discutera après. Et puis ben, j'ai rencontré un gars qui était un brigadier de police, mais qui savait que j'avais ces idées-là, parce que j'avais été dans le Midi et il y avait un abbé dans le Midi qui était comme mon père qui disait l'ennemi numéro 1 c'est celui qui occupe le territoire, et lui-même il était à l'OCM, et quand il a su que je rentrais à Paris, hein, il a prévenu des gens de l'OCM de Paris, dont ce brigadier qui était un client de mon père dans le 5e. Et mon père ne savait pas que j'étais à l'OCM, et lui aussi était à l'OCM, et mon père ne savait pas que je m'étais engagé. Et quand je me suis arrivé à la maison avec mon casque américain sur le nez, mon blouson, mon pantalon kaki méguette et ma carabine avec le canon en bas, qui est sonné, il me dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez ?» Je lève mon casque. Bah, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Je me suis engagé. » Ah, il me dit « En tant que père, je trouve ça intolérable et qu'en tant que Français, je ne peux que t'approuver. » J'avais un peu triché sur l'âge, je lui ai dit que j'avais 21 ans, hein, quand on ne m'a pas demandé de papier d'identité. Mais alors là, c'était drôle aussi, parce qu'on m'a dit, bon, tu as le certificat d'études? J'ai dit non. On m'a dit, tu sais lire et écrire? J'ai dit oui, bon, ça va. Et 2 mois après, on demande un interprète d'allemand. Alors, j'avance un pas, le gars il me dit, écoute mon pauvre ami, tu n'as pas le certificat et tu veux faire l'interprète. Je dis oui, mais je suis bachelier. Ah, et puis si tu as le bachelier, ça doit équivaloir au certificat. J'en parlerai au lieutenant. Ah ouais, et la visite d'incorporation, fabuleux. On était une dizaine à la ferme du Pré-Catelan. Hein. Alors le chef Bercotte, il s'appelait, il nous amène dans la guitoune du médecin capitaine Benjamin, qui était le médecin du 3e bataillon. Allez, tout le monde à poil. Alors on se met tous à poil. Bon, il y a un gars qui nous prend l'attention, hein, nous fait vaguement regarder, hein, MRTBF, NCO. Bon, ça va, hein, pour la vue. Hein. Le médecin, il nous donne un coup d'oreille, hein, avec son stéto. Bon, ouvre la bouche. Ça va. Tourne-toi, penche-toi en avant. Pas d'hémorroïdes, ça va. C'est bien, ok, bon. Ouvre la bouche. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Tiens, vous mettez, parce que je vois qu'ils prennent des photos, un petit bout de film, mettez votre béret de para. Voilà, ça c'est une belle soirée. Hein, une belle soirée. On peut mettre ça dans l'infopilote, non? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Je veux bien. Hein? On va mettre ça dans l'infopilote? Oui. Ah bien sûr, c'est... Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai Ah fait. non, ah non. Alors pour information, il vole toujours. Hein, il a arrêté l'avion. Bon, parce qu'il m'a dit faire les deux, ça va être difficile. Mais il vole toujours en ULM et il a pris goût à l'ULM. Et pour avoir volé dernièrement, il y a quelques semaines avec lui, je peux vous dire que si tous les pilotes du club volaient aussi bien que lui, ça serait beau. Donc, à cet âge-là, je dis vraiment bravo. Merci. Bravo. Hasard.
Il aura fait une fois une saison. Il aura fait sauté le ballon. Thank you.